dimanche 20 mai 2018, journée printanière, on voit la lumière de la fenêtre. C'est un site à sortir, c'est un site à s'exposer aux autres. Et donc, hier, j'ai eu un petit moment d'échange avec quelqu'un, et j'ai pensé à cette publicité. J'ai repris cette publicité ancienne à mon compte, et au lieu de dire « et soudain un inconnu vous offre des fleurs », j'ai pensé « et soudain un inconnu vous offre un mot ». Et puis, depuis hier, il s'est passé une chose, et cette chose a fait dévier le propos initial, et c'est devenu « et soudain un inconnu vous demande du shit ». Et soudain un inconnu vous demande du shit. Ce n'est pas vous qui offrez, c'est quelqu'un qui vous demande, c'est toujours un inconnu. Soit vous faites quelque chose envers un inconnu, soit c'est l'inconnu qui vient vers vous et qui vous demande quelque chose. Au lieu que ça soit une chose un peu attendue, mais crainte quand même. Un inconnu qui vous demande de l'aider pour quelque chose, mais un inconnu qui vient vers vous et qui vous juge comme ça, potentiellement fournisseur de matières illicites, de substances interdites, évidemment. Donc avant de développer ce propos, j'ai pensé à un moment donné, comment l'éventualité que ce soit un flic est possible. Alors on va essayer de là c'est de l'ordre du réactionnel. On est encore dans la réaction, on est encore dans le fait de de trouver une sorte, non pas d'explication, mais comment en fait s'arranger avec cet événement. Et j'ai pensé donc quelqu'un, et donc si je reprends par exemple une de mes improvisations, et là je donnais des coups, mais des coups verbaux. Tiens, je t'envoie un mot, tu m'en renvoies un autre, et puis etc. On est dans un combat de mots, on est dans un combat de performance linguistico, esthético, etc. Donc par rapport, donc j'ai estimé, alors évidemment quand on estime sur le moment être légitime à faire quelque chose, on n'a pas trop le temps de peser. Si, on l'a, mais c'est assez rapide, mais quelque part on met côte à côte des éléments, puis on décide qu'on va avoir une réponse d'un certain type. J'ai eu là une réponse qui a été jugée par quelqu'un problématique, dans le sens où il a pensé que j'allais exercer de la violence. Moi j'ai juste un peu tenu, un peu comme si j'allais tenir quelqu'un un peu à la gorge. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'avais déjà jugé que c'était pas quelqu'un de dangereux pour moi. Et quelqu'un, il savait qu'il avait fait quelque chose de pas bien, mais en même temps, donc j'ai profité de mon avantage et j'allais pas aller plus loin. Hier, donc, il y avait un propos, une allusion à René Girard sur la violence, et quelque part la violence comme quelque chose de constitutif du monde. La violence, moi je pourrais dire une sorte de violence, bien sûr, une violence un peu créatrice, ou même c'est finalement là on peut penser que cette violence ou cette fiction de violence, cette apparence de violence peut être créatrice. Non, finalement elle n'est pas si créatrice que ça. On est dans le Big Bang, nous l'imaginons comme une explosion, quelque chose d'inimaginable, mais une explosion de bruit et de fureur. C'était peut-être une explosion, quelque chose de silencieux, donc on ne peut pas savoir. Et donc la violence n'est pas
la création n'est pas toujours liée à la violence. Donc, ça secoue, c'est vrai, quelque chose d'assez particulier, d'assez peu fréquent, peut générer un certain type de réaction, c'est-à-dire mettre en branle des idées, comment dire, permettre de certaines choses de s'associer, mais ça ne va pas plus loin. Ça ne recrée pas le monde, ça ne refaçonne pas l'instant. Ça fait partie de quelques petites choses, des micros. Ce n'est pas un micro-événement, mais c'est un événement qu'il ne faut pas surdimensionner. Donc, il est évident qu'il y avait là quelque chose, puisque je parlais de Girard, donc on peut parler d'anthropologie, il y avait quelque chose d'anthropologique dans le sens où j'ai pensé que la personne comme elle était, comme là malheureusement je réinstalle ces différences, j'allais dire franco-françaises, donc quelque part il n'y a pas ce passage à l'acte, ça aurait été avec quelqu'un autre, j'aurais pas réagi de la même façon. D'ailleurs, il ne m'aurait jamais demandé du shit, mais j'aurais pas réagi de la même façon parce que il y a le passage à l'acte, c'est-à-dire le véritable acte, le coup, pas le faire semblant, mais le passage à l'acte, ça aurait été, il est beaucoup plus, il est rapide, il est presque immédiat, il est dans la suite des événements, il est très probable. Alors que là, le passage à l'acte de la part de celui que j'ai tenu avec fermeté n'allait pas se produire. Donc il y avait comme une analyse anthropologique de la chose. Donc le passage à la violence, il lui faut certaines conditions. Alors que je sois légitime, j'ai été légitime dans ma réaction, et donc l'autre ne va rien faire. Il va accepter que je le maltraite d'une certaine façon, que j'exagère un peu, que j'ai une réaction un peu forte, mais voilà, donc ça dépend de ce que j'allais faire. C'était le problème, si là j'adresse ce propos à l'inconnu qui a joué au Samaritain, qui a joué comment dire, à l'apaiseur. C'est quelque chose que je lui reconnais, mais que j'estime peut-être les choses auraient pu, sans son intervention, auraient pu dégénérer, j'en sais rien, mais il avait le bon rôle d'une certaine façon, le chevalier quelque part, il joue de sa taille, il joue de ça, je ne sais pas dans quel monde il est. Dans quel monde il est, le monde des jeunes, ceux qui, quelque part, ne voient le monde qu'en deux couleurs. Un monde en noir, en blanc, et un côté un peu binaire. Et c'est cette chose qu'a la jeunesse de penser qu'il y a l'acte juste et l'acte injuste. Et non, il y a tout un nuancier dans les actes. Il y a une sérialité de l'acte, il y a une masse d'actes possibles, il n'y a pas l'acte juste, injuste. Là, à la rigueur, si on est devant un tribunal, il faut vraiment faire la part des choses, on peut pas, mais même devant un tribunal, ou quand on est chargé d'appliquer la loi, on prend en compte le fait, les circonstances atténuantes. Et là, les circonstances atténuantes, c'est les nuances, les conditions de la commission de l'acte, etc., qui font qu'un jugement va être plus ou moins sévère selon le contexte. Et là, il faut, et donc le problème n'est pas là. Soudain, un inconnu intervient dans quelque chose qui le regarde, mais qui ne le regarde pas aussi. Il se croit légitime, il n'est pas si légitime que cela. C'est parce qu'en fait, il ne va pas chercher à aller plus loin. Il intervient, il est content de lui, il a fait une bonne action, et il a fait comment dire, j'ai oublié le terme, il a été un bon chrétien, quelque part un dimanche, on a fait une bonne action, et voilà.
c'est pas évident de pouvoir, c'est-à-dire, c'est pas évident. Voilà, soudain, l'inconnu vous offre un mot. Et vous en avez rien à foutre. Vous en avez rien à foutre. C'est pas votre monde, c'est pas votre monde. C'est pas ce que vous attendez, c'est pas votre chemin, c'est pas votre voie. C'est pas votre vocation. Vous vous en fichez de ces mots et de sa prétention à vouloir vous faire cadeau de quelque chose. On n'avait rien à fiche. Soudain, l'inconnu vous voit, mais il ne vous voit pas. Un inconnu vous voit. Vous le voyez et vous voyez rien. Rien, il se passe rien. Et quelque part, malgré le fait que quand on est, je sais pas, il peut se passer quelque chose, mais il ne se passera rien. Allez, vas-y ton chemin. Vas-y, continue ton chemin. Allez, trace. Trace, mon pauvre, trace, ne te retourne pas. Allez, trace. Trace, 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 la trace. Pom, 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 pom. Et voilà que je me retourne chez moi. Et voilà que tu retournes chez toi, entre quatre murs. Allez, fais un effort. Allez, laisse-toi prendre par l'instant. Laisse-toi aller, allez, oublie tout. Tes rendez-vous, les gens qui t'attendent, tes occupations, tes préoccupations, oublie tout. C'est le moment magique de la rencontre. À cette rencontre que nous espérons tous. Certains ont renoncé, ont cessé de l'attendre. D'autres peut-être sont en attente, mais ils ne l'expriment pas, on ne les entend pas, et je ne sais pas. L'homme de 20 ans, quel con il est. L'homme de 30 ans, quel prétentieux il est. L'homme de 40 ans, il est encore complètement perdu. Il est complètement encore dans ses certitudes. Et l'homme de 50 ans, il commence un peu à prendre de la distance, à faire un peu la part des choses, à contextualiser, à essayer de ne pas juger avant, juger avant, pas de suite. C'est pas évident. Je suis pas tout à fait, donc c'est toujours et soudain un inconnu. Vous êtes vieux, il est jeune, vous avez les poils blancs, et lui il a encore sa barbe noire. Les cheveux noirs, il a tous ses cheveux, et puis qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est sûr de lui. Ne me touche pas, ne me touchez pas, ne touchez pas cette chair, elle ne vous appartient pas, ne l'incluez pas dans votre histoire. Moi je suis extérieur, je tiens à le rester. Hein? Quelques secondes après, je te tends la main. Qu'est-ce qui a changé? Je te tends la main en signe de paix, en signe de respect, en signe de réconciliation, en signe de considération. Je m'en fous de ta main, tu peux la prendre, tu peux la reprendre, tu peux la replier, la remettre dans ta poche. Ta main, c'est une fausse main, c'est une main qui ne donne rien, qui ne promet rien. Toi, tu as encore un chemin à parcourir. Allez, vas-y dans tes certitudes. Vas-y, fort, creuse. Creuse ton sillon, voilà, tes certitudes. Tu sais où tu peux te les mettre. Voici venu le temps de l'envol. Voici venu le temps de l'escapade. Voici venu le temps de j'allais dire de l'expiation. Expier de quoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons mal compris? Qu'est-ce que mes cheveux longs disent de moi? Mes cheveux longs bouclés, bien gris. Qu'est-ce que je dis à l'autre? Qu'est-ce que je laisse transparaître?
Moi qui marche tranquillement, innocemment, et voilà qu'un kidam m'interpelle pour me demander de le fournir en substance. Est-ce que c'est inscrit sur mon front, fournisseur en substance attitré? Celui-là, c'est sûr, c'est lui. Faut lui demander. Il a sûrement quelque chose sur lui, ou qu'il connaît quelqu'un, etc., etc. C'est inscrit dans ces jeunes. Ils sont comme ça, sont tous trafiquants, ils sont tous là-dedans. Ils vivent de ça, ils vivent de trafic, ils vivent de commerce illicite. Ils ne savent faire que cela. Bien sûr, mon pauvre, je suis ton frère. Je voudrais bien te rendre service, mais pas à mes détriments. Je voudrais qu'on me considère. Je voudrais qu'on ne se trompe pas sur moi. Bien sûr, frère en humanité, moi, je n'ai rien contre toi fondamentalement, mais j'ai contre les moments innombrables où j'ai été sans voix, sans réaction. On est venu me violer, on est venu m'assassiner comme ça, en me demandant de fournir un inconnu. Soudain, un inconnu vous demande du shit. Ils furent nombreux, ces inconnus. Est-ce que cela est acceptable? Bien sûr, j'ai réagi, j'ai surréagi. Bien sûr, nous vivons dans notre passé. Quand nous faisons quelque chose, souvent ne faisons que reprendre ce que nous avons laissé en plan. Souvent nous sommes prisonniers de notre passé, prisonniers de nos faiblesses et de nos lâchetés. Souvent, nous essayons de rattraper le moment. Nous essayons de corriger la faute. Mais c'est peine perdue et ça ne sert à rien. Si, ça alimente, ça réalimente la machine, cette machine. Ce matin, j'ai pensé, ou hier, ou peut-être, j'ai commencé à penser il y a très longtemps, et je m'en souviens pas. Et quelquefois, en pensant, on se dit, tiens, j'ai pensé ça aujourd'hui, mais finalement, je l'ai pensé il y a très longtemps. Et sûrement, c'est pas moi qui l'ai pensé, c'est quelqu'un qui l'a pensé pour moi, et j'en ai hérité, et je l'ai fait mien, et je dois pas le revendiquer. Mais là, je le revendique. Nous avons gagné. La civilisation humaine a gagné. Non pas parce qu'elle a permis à des gens divers de cohabiter, parce qu'elle a permis de casser les limites du clan originel, non, parce qu'elle a obligé les gens à vivre dans quelques mètres carrés, à l'accepter, à le réclamer, à le désirer. Mon espace de vie, c'est quoi? C'est 40 mètres carrés, j'en suis content. Donc 40 mètres carrés, je fais toute ma vie, je m'évade, je vis, j'aime, je déteste, je vis, je me meurs, je fais tout. Toute ma vie,
se passe dans ces quelques mètres carrés, alors que normalement je suis fait pour l'infini, je suis fait pour les espaces illimités, je veux marcher, je veux m'approprier de la terre, de la surface. Il me faut un espace vital immense, et là je vis dans quelques mètres carrés. Quelques mètres carrés, c'est là la victoire de la civilisation. Mètres carrés, j'en suis content. Et je dois payer pour cela, pour ces quelques mètres carrés. Je suis prêt à les défendre. Et je m'enferme tout seul là-dedans, de mon propre gré. Je m'enferme et voilà. Je crie victoire. Quelquefois, je suis content. Tout à l'heure, je vais les nettoyer, ces quelques mètres carrés. Je vais les faire briller. Je vais les rendre de nouveau vivables, encore plus vivables qu'auparavant. J'ai quelques plantes, mes plantes. Oui, j'agrémente. Hier, j'ai appelé ça des fantaisies. C'est vrai, des fantaisies inutiles, des fantaisies trompeuses, des fantaisies misérables. Je suis misérable, nous sommes tous des miséreux, nous vivons dans la contrainte, dans l'étroitesse, dans le confinement, et nous acceptons cela. Moi, je suis un être humain sur plusieurs plans. Je suis là, j'appartiens, on me fait appartenir à un groupe, à une humanité. Moi, je veux tout laisser tomber, partir loin, ne plus me réclamer de cette humanité. Elle ne m'a rien apporté. Elle m'a apporté qu'un langage, qu'une identité avec laquelle je ne sais quoi faire. Avec ce visage, qu'est-ce que je peux faire? Je suis obligé de l'avoir toute ma vie. Et toute ma vie, il me poursuivra, ce visage, même dans la vieillesse la plus crasse. Même quand je ne ressemble plus à rien encore, on va dire, on va me reconnaître. Tu es celui qu'on aime détester, celui qu'on aime mépriser, notre animal à mépris, notre, comment dire, notre fournisseur, notre épicier, notre fournisseur, le petit commerçant qui nous fournit en mépris, le petit commerçant arabe, le petit, allez viens ici, petit, tu veux quelque chose? Allez, souris, fais le beau, allez, petit, prends, tiens. Il prend le petit, bien sûr, il a été habitué à prendre sa récompense, quand il a fait un bon tour, quand il a fait plaisir à son maître. Ni Dieu ni maître, ni toi ni moi ni rien, tout cela n'est qu'une illusion. Viens avec moi, allez, détache-toi, laisse tomber ces frusques, tu les crois à ta mesure, non, laisse. Mais si tu veux les garder, si tu veux rester tel que tu es, tu voudrais ressembler à un roc que rien ne peut faire se mouvoir. Fais le roc. Il viendra un temps où tu seras obligé de quitter cette posture. Tout cela est faux, tout cela est irréel, tout cela est illusoire. Celui qui est en hauteur va descendre, celui qui est en bas va monter, ou ne pas monter, on s'en fout que ça monte ou que ça descende, de toutes les façons, rien n'a d'importance. Voici, le cerveau, il peut nous amener les mots. À un moment donné, ils nous font voyager sans substance, sans shit ni rien, dans
ton shit de merde, je te le mets dans le cul. Voilà, je te le fais remonter. Ton shit de merde dans ton cerveau. Dans ton cerveau que tu as cessé de solliciter. Il y a des territoires que tu dois explorer, que tu dois connaître, que tu dois habiter. Habite ton propre être plutôt que de te perdre dans les illusions mirifiques. Allez, mon pauvre arabe, tu seras toujours un arabe. Ton français est un français d'arabe. Ce n'est que de l'emprunt. Tu n'habites pas cette langue. Tu fais que les gratiner. Cette langue, elle n'est pas à toi. Ah, tu n'es pas là. Toi, tu n'existes pas. Toi, tu n'es pas réel. Toi, tu n'es pas là. C'est quelque chose qui te représente. Tu es là. Représentation et rien d'autre. Pas réalité. Une représentation. Tu es là pour confirmer ma représentation, ma vision du monde. Ce matin, j'ai pensé, oui, les Arabes servent à quelque chose. Nous avons besoin d'avoir un autre, un ennemi quelquefois, mais au minimum un autre, un alter, cet alter pour pouvoir nous déterminer, savoir qui nous sommes, nous constituer en groupe, nous homogénéiser. Nous devons rester entre nous parce que nous avons besoin de cela. Et l'autre, l'arabe, il est là pour nous faire toujours ressentir cette proximité. L'arabe est toujours l'autre idéal, celui qu'on aime détester, celui qu'on sait détester, celui qu'on sait mépriser, celui qu'on sait comment considérer, comment nous comporter avec lui. L'arabe. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et moi qui suis tenu, enchaîné, jusqu'à la fin, 40 ans de France, et toujours, il suffit d'un rien pour réallumer cette sensation, pour la faire remonter. Évidemment, ça n'a pas la même intensité qu'auparavant. C'est vrai, c'est juste que j'étais sorti. L'idée est que j'étais sorti pour essayer de quitter cette prison, pour essayer d'aller un peu me changer les idées, comme on dit. Et tout ce qui m'arrive est bon à prendre. Mais je ne m'illusionne pas dans le sens où il me faudrait beaucoup pour que je sois réellement secoué dans mes fondamentaux. Je suis toujours avec moi-même. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, rien ne peut me faire sortir de ma prison intérieure. Bien sûr, j'ai réagi, mais cela, il suffit de peu de temps pour que je pour que je m'en défasse d'une certaine façon. Ça ne peut pas, il faudrait beaucoup plus pour pouvoir de nouveau ressentir les choses avec l'intensité qu'il faut. Ni trop peu, ni trop peu. Et soudain, l'inconnu vous offre un mot. Tiens, un mot. Pourquoi faire un mot? Est-ce qu'un mot peut parler de la totalité? Est-ce qu'un mot peut résumer tout le potentiel
qu'il y a dans ce qui pourra nous advenir. Potentiellement, nous pouvons vivre, potentiellement, nous pouvons mourir, potentiellement, nous pouvons nous sentir vivants, potentiellement, nous pouvons nous sentir quelque peu non vivants. Nous pouvons bien vivre comme nous pouvons mal vivre. Un mot. Quel est le mot qui peut résumer à lui tout seul toute la quintessence des choses, acquérir les choses. Nous sommes, nous parlons, nous faisons. Revient le mot, est revenu le mot de l'invisibilité. C'est vrai, à un moment, j'ai ressenti comme de l'invisibilité. Maintenant, c'est une sorte, autre chose, un autre sentiment, l'inaudibilité. Quoi qu'on dise, quoi qu'on crie, quoi qu'on expectore, rien ne semble atteindre celui à qui nous nous adressons. Chaque fois qu'il y a un propos, il est à destination de quelqu'un. Le propos, il ne vit que parce qu'il est reçu, parce qu'il est jugé, parce qu'il est et soudain un inconnu passe dans votre champ de vision. Il passe, un inconnu. Il fut un temps, vous accordiez beaucoup d'importance à l'inconnu. Un inconnu était une révolution, potentiellement une révolution à lui tout seul. Quelqu'un pouvait révolutionner votre vie. Quelqu'un pouvait changer votre destin. Soudain, un inconnu, et je vais aller ailleurs. Et je vais changer de monde. Et je vais changer de dimension. Soudain, l'inconnu, je suis plus près des étoiles. Quelque part, je peux m'élever, ou avoir le sentiment de m'élever. Quelque part, je peux vivre un peu en altitude. Et quelquefois, un inconnu, et je suis totalement au ras de la terre. Je ne quitte jamais le sol. Je suis toujours pris par des choses, tout ce qui est de plus terre à terre, comme on dit. Terre à terre, ciel à ciel, dimension à dimension, voyage en voyage, rêve à rêve. Nous partageons des mots, nous partageons des visions, nous partageons le même monde. Les mots que j'utilise à l'instant, d'autres les ont déjà utilisés et d'autres les utiliseront. Peut-être pas dans le même ordre, peut-être pas comme moi, je les habite, mais nous partageons ces mots. Nous partageons tous le même quantum de mots. Je peux dire un mot de façon apaisée ou le crier, ou essayer de le faire sortir de moi
pour qu'il aille qu'il étende son écho le plus loin possible. Un mot qui va jusqu'à la fin du monde. Un mot de moi qui va à visiter le pôle Nord à ma place. Et quand il arrivera, il m'enverra un signe et me dira, il me confirmera qu'il a accompli sa tâche. Un mot contre l'oubli. Je n'oublie pas, ou plutôt j'oublie que j'ai oublié. Voilà. Il y a des choses que je n'arrive pas à oublier. Il y a des choses que j'oublie très facilement. Il y a des choses que je ferais bien d'oublier. Oui, je ferais bien d'oublier, parce qu'elles sont, comme on dit, inutiles, infécondes, stériles. Joël. Et le visage de Joël est un autre visage. Et le visage de Joël, il a fallu que je vienne en France pour pouvoir rencontrer ce prénom. J'aurais été en Angleterre, ça aurait été un autre prénom. Et jamais j'aurais connu le prénom de Joël. Jamais il ne se serait inscrit dans les recoins de ma mémoire. Jamais j'aurais rencontré une Véronique en Isabelle ou autre. Destin lié à la France, de par ses prénoms, de par ses visages qui se sont transformés depuis le premier jour, des visages qui se sont parcheminés. Oh là 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 là, la belle vision, oh, la mauvaise vision. Oh, t'as pris un coup de vieux. Ah, ça avale des mots, ce truc. Ces visages qui se sont parcheminés. C'est bien toi. J'avais envie de conquérir le monde pour toi. Là, en te voyant, je me dis, j'ai un peu présumé de mon amour, de l'absoluté de mon amour pour toi. Oui, j'ai un peu présumé. Ah, je t'aurais offert le quart du monde, mais pas la totalité. Tu vaux pas la totalité du monde. Là, je te vois là. Non. Ces rides-là, non. Ce sourire-là, non. Non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qui n'a pas bien tourné, qui n'a pas bien mûri. Plus tu mûris, moins je t'adore. Et moins je suis épris de toi. Et c'est clair que là, il y a de ma part une sorte d'aveu. Je suis impuissant. Je suis impuissant devant le temps. Cette variation dans l'invariation, ça varie, mais c'est une invariation, c'est une invariance. La variation est une invariance, est une donnée permanente, est une donnée qu'on ne peut pas éviter. Ça se transforme. Ça se modifie. La modification, comme disait un certain Butor, la modification, la transformation, l'altération, la modification. Béni soit la mémoire, béni soit le temps figé qui immortalise un sourire pour la fin, juste pour toujours, qui immortalise un corps qui, lui, est tout ce qui est de plus altérable, tout ce qui est de plus mortel. Et soudain, l'inconnu se trompe sur vous. Tiens, là, je vous ai pris pour un autre. Ah,
je vous ai pris pour une autre proposition. J'allais vous soumettre quelque chose, puis non, ce n'était pas vous. Ce n'est pas vous, ça ne peut pas être vous. Je ne peux pas m'arrêter à votre niveau. Je dois continuer, je dois aller plus loin. Je sens en vous une certaine, comment dire, une certaine limite. Vous n'êtes pas porteuse de mon désir d'infinitude. Vous n'allez pas m'accompagner dans cet élan vers l'absolu de la vision. Et soudain, un inconnu parle à votre oreille. Elle chuchote quelque chose. C'est tellement bas que vous ne l'entendez pas, que vous ne distinguez pas ce qu'elle dit. Elle dit des choses. Ça vous chatouille un peu les oreilles. Ça vous fait frissonner. Et vous ne savez pas ce qu'elle dit. C'est juste que ça vous fait de l'effet. Quelquefois, il n'est pas utile de savoir ce que les autres nous disent, ou ont à nous dire, ou ce qu'ils pensent de nous, ou ce qu'ils ne pensent pas. Quelquefois, ce n'est pas utile. C'est juste qu'ils soient là et qu'ils nous bercent de quelque chose, de la musique de leurs mots, qui nous bercent un peu de leur petit air. Soudain, un inconnu. Soudain, des inconnus passent devant vous. Ils ont l'air tellement proches que vous avez envie de les séparer. Que vous avez envie de les faire se disputer. Soudain, un inconnu rit. Pourquoi rit-il? Qu'est-ce qui le fait rire? Qu'est-ce qui le rend comme ça? Si gai. Soudain, un inconnu a l'air très préoccupé, a l'air vraiment d'avoir quelque chose qui le monopolise. Il est là, il a les yeux profondément habités par une force, par quelque chose. Cet inconnu vous frappe par l'intensité de son regard, par le mystère qui se dégage de lui. Et soudain, tous les inconnus deviennent encore plus inconnus. L'inconnu d'hier, l'inconnu de tout à l'heure, l'inconnu de demain. Une forêt d'inconnus. Nous sommes tous les inconnus les uns aux autres. Et ça nous arrange. Et ça ne nous dérange pas. Et soudain, le monde n'est pas le monde. Le mot n'est pas le mot. Le sentiment n'est pas le sentiment. La vérité est depuis longtemps laissé place
à quelque chose de totalement indistinct. Il n'y a pas de vérité qui puisse transcender les choses. Nous reste comme ça. Qui puisse, aucune vérité qui puisse transcender le sentiment d'inanité de nos actes. L'inanité de nos actes. Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé ce terme. Inanité, l'immanence, l'inutilité des choses. Vérité égale auto-persuasion, auto-illusion. Je parle d'une vérité que je considère comme déjà vraie, comme déjà incontestée, pour arriver, pour essayer de la confirmer, encore plus de la densifier. Je ne suis que dans les limites de ma conception. Je ne suis pas au-delà, je ne suis pas ailleurs, je ne suis pas plus que je ne suis. Je crois être un individu. En fait, finalement, je ne suis qu'une réplique. La réplique d'un autre. Un autre que moi existe, semblable, qui utilise les mêmes mots, qui pense pareil, qui voit pareil, qui vit pareil, qui soi-disant souffre. Ouh, la souffrance. Il fut un temps nous accordant une telle importance à la souffrance. La souffrance, d'une certaine façon, c'est ce qui permet, non pas la transcendance, j'ai oublié le terme, donc je ne vais pas le retrouver. Oui, la souffrance qui permet d'atteindre un nouveau seuil de la conscience. Souffrir pour mieux ressentir les choses. Ça permet, ça ouvre un espace nouveau à la prise de conscience, à une forme de, non pas de lucidité, mais à une forme d'éclairance. Je souffre, je fais souffrir mon corps pour pouvoir. J'offre mon corps en sacrifice à la divinité, à la déité. Ça me permet, plus je souffre et plus j'ai accès à une forme supérieure de la conscience. Pas que nenni, souffrance ou pas souffrance, rien n'a d'importance. Rien ne permet d'arriver où que ce soit. Il n'y a pas d'arrivée puisqu'il n'y a pas de départ. Quelque chose qui est inscrite dans un nom, il n'y a pas d'histoire inscrite dans la non-histoire. C'est nous qui fabriquons ce que nous appelons notre histoire. Le reste du monde s'en fiche. Le reste de l'univers s'en fiche. Nous pouvons avoir une histoire, une préhistoire, une proto-histoire, tout ce que nous voulons. Nous pouvons construire un passé, un présent, un avenir, peu importe. Je ne suis ni présent, ni passé, ni avenir, rien. Et soudain, un inconnu
Et soudain, un inconnu ne vous offre rien. Il se demande pourquoi il va vous offrir quelque chose. L'inconnu égale absence. L'inconnu égale rien, égale néant. Néant, néant, néant. Néant, 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 néant. Néant, néant, néant. Allons enfants du néant. Allons enfants du néant. Allons vers notre destin. Allons vers notre destin, faisons la révolution. Un néant, 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 nous voulons le néant, nous voulons le néant, nous voulons le néant, nous voulons rien du tout, nous voulons le néant pour tout et tout, nous voulons le néant, nous voulons le néant. Oui, nous voulons le néant, encore faut-il savoir ce que nous mettons derrière le néant. Quand il parle du néant, parle de quelque chose qui n'existe pas. Nous sommes toujours prisonniers de cette vision qui veut que l'antithèse d'une chose existe, soit réelle, soit concrète. La négation est encore une fois une forme d'affirmation. La négation, c'est la chose que nous ne pouvons même pas concevoir. Si je dis que je ne peux pas concevoir, je suis encore dans le fait de concevoir. On conçoit la négation de quelque chose qui doit avoir une base concrète. Nous ne pouvons pas concevoir l'inconcret à partir du concret des mots, à partir du concret des concepts, à partir du concret de nos prises de parole. Et soudain, l'inconnu ne trouve rien à vous dire. Il s'arrête là, il est un peu interrogatif, il est un peu, même moi, je me retrouve à ne pas trouver le terme, il est un peu interloqué, il est un peu empêché de dire, il veut dire, il ne peut pas dire. Tout ce que nous disons implique quelque chose. Ce que nous ne disons pas implique aussi quelque chose. Le problème, c'est que c'est à un moment donné, nous parlons, nous exprimons des choses, mais nous les éprouvons pas. Nous croyons plus en rien. Il n'y a pas quelque chose qui se fait, il n'y a pas de nouveauté possible, il n'y a pas de renversement possible, il n'y a pas d'inversion possible. Tout est déjà dans une certaine continuité, dans une certaine forme. Et c'est cette forme qui va se perpétuer, quoi que nous puissions dire ou ressentir ou envisager ou espérer. Nous sommes pris dans une continuité, dans une permanence qui nous dépasse. La permanence et l'impermanence, toujours je tourne un peu en rond. Je suis ramené à mes interrogations premières, l'impermanence. L'impermanence, encore une fois, ce besoin de dire quelque chose quand on est pris dans les affres de quelque chose, et nous essayons avec nos pauvres concepts, nous essayons quelque part d'avoir nous aussi une certaine forme de pouvoir. Alors nous disons l'impermanence. Oui, nous pouvons dire il y a une permanence, il y a une impermanence, il y a de l'impermanence dans l'impermanence ou inversement, peu importe. Mais qu'est-ce que nous pouvons changer aux choses? Quand nous perdons quelque chose, nous la perdons pour de bon. Nous pouvons dire c'est inscrit dans une
quelque part dans quelque chose de plus grand, qui est l'ordre de l'impermanence. Et alors, ça change quoi? Est-ce que ça fait la perte moins forte, moins saccageante, moins moins ravageuse? Non, la perte nous tue d'une certaine façon. Il y a des pertes qui nous tuent pour de bon. Après, nous sommes que des survivants. Nous avons survécu quelque part à nos pertes. Et nous sommes déjà dans le deuil permanent. Là, nous pouvons dire, nous sommes dans le deuil permanent, peu importe. Jusqu'au jour où nous ne sommes plus dans le deuil, mais nous sommes dans le deuil sans être dans le deuil. Et finalement, nous sommes absents à nous-mêmes. La seule chose à laquelle nous avons abouti, c'est l'absence à nous-mêmes. Nous nous situons hors de nous-mêmes. Et c'est cela. Alors, soudain, un inconnu vous demande un mot. Je lui dis non. Rien. Je dis rien. Mes mots, je les garde pour moi. J'en ai besoin. Chaque mot m'est utile. Chaque mot m'est indispensable. Chaque mot m'est précieux. Je ne donnerai pas mes mots. Je me les garde. Mes mots, je me les garde pour moi. J'en ai besoin, un besoin vital. Mes mots, c'est ce que je possède de plus précieux. C'est ce qui me maintient en vie. C'est ce qui me permet de me sentir complet. Si je me déleste d'un mot, je vais me sentir moins entier. Non, pas un mot, rien. Rien, même le rien, je ne te le dis pas. Même le rien, je le reprends. Je reprends mes mots. Je reprends mes mots. Rien. Tu pars avec rien. Tu pars. Tu pars. Tu pars, tu t'en vas. Allez, vas-y. Mets un pas devant l'autre et vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Un pas devant l'autre. Un pas devant l'autre. Un pas. Un petit pas. La politique des petits pas, on dirait l'autre. Un pas. Et il y a tant de pas que nous n'avons pas fait, que nous sommes tellement, pour cela que nous sommes tellement mal. Si j'avais mis un pas devant l'autre, un petit pas devant l'autre, même en m'arrêtant souvent, même en faisant des pauses, je serais arrivé jusqu'au bout du monde. J'aurais atteint la dernière limite du monde. J'aurais rendu visite, toi le lointain, toi le proche lointain. Déjà, j'ai pas été, mes pas ne m'ont pas porté pour aller te rendre visite, toi qui n'es pas loin. Alors, je n'ose pas imaginer. Je me suis limité. La politique des non-pas. Je ne fais pas de pas. Je reste là où je suis. Je reste jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, 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 jusqu'à la fin. Non, je ne me lève pas. Je ne me lèverai pas. Non, je ne me lèverai pas. J'irai nulle part. Pourquoi je ne suis allé nulle part? Pourquoi je n'ai pas fait un petit pas, puis un autre, puis un autre, puis un autre, pour aller là où peut-être se niche la chose que je cherche depuis toujours, l'objet de ma quête, encore une fois, l'objet de ma quête. Pardonnez-moi, je me suis plein de ces choses, de ces mots grandiloquents. La quête, la quête. Faut-il avoir une quête? Pourquoi faire? Le mal
le masculin doit-il toujours se déterminer à travers des quêtes, à travers des questions, à travers des interrogations, à travers une vision de lui-même, une haute opinion de lui-même? Il est toujours là, c'est lui le plus à même d'aller interpeller les dieux, d'aller les défier, de chercher à les égaliser, de vouloir se battre avec le destin. C'est toujours moi, c'est toujours le mal en moi, c'est toujours qu'il a dans le désir de transgression, dans le désir de prise de pouvoir, dans le désir de se distinguer, dans le désir. Le champ de bataille n'est plus un champ limité, c'est un champ infini. Je veux gagner en utilisant les armes de la logique, les armes de l'entendement, les armes des concepts. Un concept pour te clouer au sol. J'ai une épée, et mon épée est forgée dans les mots. Avec cette épée, je te tranche. À la langue, je t'empêche d'articuler des mots. Je t'empêche de réfléchir. Je t'empêche d'exister. Je suis armé, surarmé. Encore plus d'armes, encore plus de puissance, encore plus, pour plus de pouvoir, pour plus, encore plus, le plus pour me sentir, c'est cela, la malédiction du mal, c'est cela. Ainsi, par petits points, petit pas, petits mots, petites expressions, petites éructations, par des petites choses, nous essayons d'impacter le monde. Alors, encore un mot, nous essayons de frapper à la porte. Je ne sais pas, nous essayons d'exister. C'est pas que nous soyons, que je sois privé de parole, c'est privé de la tenue d'une certaine parole. Il y a une parole qui a besoin d'une certaine, comment dire, d'un certain non, qui ne peut pas s'installer dans la réciprocité. Il a besoin d'unilatéralité. Et cette unilatéralité permet à cette parole de s'épanouir, même en supposant qu'elle puisse ne pas être si intéressante que cela. C'est un risque à prendre. Mais elle ne peut pas, il y a la parole qui est dans la bilatéralité, il y a la parole qui est dans la unilatéralité. Le monologue, pour ne pas le nommer, le monologue permet l'écoulement d'un certain flot, un flot qui va, comme de l'eau qui va nourrir plusieurs parcelles. À partir d'un point unique, l'eau va se diviser, va se ramifier, et donc elle va atteindre tel carré de légumes, etc. Et à partir d'une même source, d'une même substance, vont s'épanouir, vont grandir des éléments différents. À partir de la langue, à partir du monologue, vont pouvoir se fructifier et des différents propos divers, mais donc qui peuvent ne pas avoir de parenté comme cela
manifeste, mais tout est ramené quelque part au point de départ qui est celui du langage, qui est celui du rapport à soi, qui est celui du rapport à l'autre, qui est celui de statut de l'expression, qui est statut de la parole, qui est statut de la, comment on dit, de l'interpellation, de l'adresse, du propos qu'on adresse à quelqu'un, et celui de la volonté de convaincre, la volonté d'intéresser, la volonté d'interpeller, la volonté de créer une certaine correspondance avec l'autre. Et soudain, l'inconnu se révèle connu. L'inconnu se révèle connu. Ah, c'est toi. Oui, c'est moi. Et toi, c'est toi. Oui, c'est moi. Alors, toi, tu as fait quoi de toi? Ben, moi, j'ai fait beaucoup de moi. C'est toi, c'est bien toi. Oui, c'est moi, c'est bien moi. Mais toi, c'est bien toi. Oui, c'est moi aussi, moi. Moi, toi. Et toi, c'est moi, c'est toi. Non, toi, c'est toi et moi. Non. Toi, c'est toi et moi, c'est... Non. Toi, c'est moi et moi, c'est toi. Bon, stop. Toi, c'est moi d'une certaine façon et moi, c'est toi d'une autre. Et comment ça se fait que j'y ai pas pensé auparavant? Comment ça se fait que je puis vivre sans toi, sans moi qui est toi, ou sans toi qui est moi? Et oui, là je me rends compte que c'est parce que c'est toi que je suis moi. Et oui, je suis moi parce que c'est toi. Toi c'est moi c'est toi. Il y a quelque part une sorte de confusion dans le statut, de confusion dans l'identité. Toi c'est moi c'est toi c'est toi, t'es moi. Toi c'est toi, c'est moi, t'es toi. Ah là là, là. Là, nous aimons, nous aurions aimé tellement être plus que ce que nous sommes devenus. Parce qu'à un moment, quelque part, nous donnons même pas à nos rêves le temps de grandir, le temps de se former, le temps de devenir identifiable. J'ai un rêve, mais si tu me demandes de le décrire avec précision, dans son intégralité, je ne saurais pas le faire. Pourquoi? Quel est ton désir ultime? Je ne saurais pas y répondre à cette question. Mon désir ultime. Là, comme ça, tu me prends un peu par défaut, tu me prends comme ça à brûle-point, je ne peux pas te répondre. Je peux pas, j'ai pas de réponse. Mon désir ultime, c'est quoi? Pour jouer sur les mots, je dirais désir, plutôt de ne pas avoir de désir. Le meilleur des désirs, celui de ne pas en avoir. Parce que le désir s'accompagne obligatoirement de renoncement. Qui dit désir, dit renoncement. Il dit non pas frustration, mais dit quelque chose de plus fort encore que la frustration. Dit un peu rupture avec soi-même, coupure, renoncement à une partie de soi-même. Il y a un divorce avec soi qui se produit. Et même, quelque part, comme si, et même quand nous avons envie d'expliquer un peu les origines de ce divorce, son déroulement, le moment qui a été important, nous n'avons pas d'idée. Comme si on demande, voilà, à un moment donné, il y a eu une sorte de
on a pris un chemin. Et à un moment donné, on a fait un choix. À un moment donné, et les conséquences de ce choix ont été sans, comment dire, ont été tellement nombreuses, tellement pénétrantes, tellement déterminantes que nous n'avons même pas, comment dire, le choix a été, quelquefois le choix est un non-choix, mais le choix ou le non-choix, ça nous a pris quelques minutes, quelquefois, pour dire je ne fais pas, ou pour penser le non-faire. Et puis les conséquences de cette chose ont été, comment dire, ont pu se grandir et s'amplifier sur le très long terme. Et maintenant que nous sommes rendus compte que notre choix ou non-choix n'était pas si juste que cela, nous voudrions un peu corriger la chose et nous ne pouvons pas revenir en arrière. Il est impossible de revenir en arrière. Et que faire, que dire? Qu'est-ce qu'il est encore possible de faire? Qu'est-ce qu'il est encore possible d'entreprendre dans cette réalité, dans cette non-réalité, réalité irréelle, le sentiment d'irréalité. Quelque part, cette sortie du réel. Et nous essayons de toutes les manières possibles de nous réinstaller dans le réel. Donc ce qui m'est arrivé hier, quand j'ai parlé à cette personne qui m'a fait penser à cette proposition, à un inconnu, etc. Et ce qui s'est passé tout à l'heure de cette pseudo-altercation, c'est quelque part quelque chose pour se réinstaller dans le réel. Mais c'est peine perdue. Je suis toujours dans le sentiment des réalités. Le sentiment, quelqu'un qui parlerait, il dirait qu'il se sent hors de son corps. Je me sens hors du monde. Je ne suis pas dans le monde. D'une certaine façon, ou de plein de façons, il y a des façons qui me font me sentir appartenant au monde, encore dans le monde. Mais il y a d'autres façons qui me font ressentir une certaine... Il y a quelque chose que je ne peux même pas définir avec les mots. Je ne peux pas dire divorce, éloignement, rupture, écartement, exil. Oui, le mot exil, on peut dire exilé de la réalité. Exilé, parce que le mot exil est un mot noble. Un exilé, c'est quelqu'un qui... c'est beaucoup mieux que de dire autre chose. C'est... comment dire, comme quelqu'un qui en même temps verrait les événements se produire à des échelles temporelles différentes. Il y a un événement qui se produit à une échelle temporelle standard, et puis il y a d'autres qui se déroulent de façon beaucoup plus soit ralentie, soit accélérée. Et en même temps, cela se produit en même temps. Évidemment, si on fait appel à la psychiatrie, on va dire que ça entre dans le cadre de ceci ou de cela. Mais la chose est qu'il y a plusieurs temporalités, où il y a plusieurs consciences en même temps, qui sont en activité ou en action en même temps. Alors, la chose... Les réalités fait que quelquefois, le sentiment des réalités, que nous pouvons être dans une action qui n'a rien à voir avec le présent. Nous pouvons
comment dire, nous pouvons être en communication avec quelque chose de très ancien et elle interfère dans le présent, alors qu'en fait, elle n'a rien à y voir. D'une certaine façon, il faut être de l'instant. Il ne faut pas faire intervenir le passé. Le passé, les choses, il ne faut pas associer ce qui ne doit pas l'être. Même si ça peut sembler avoir des caractères de parenté, eh ben non, on renonce à cette facilité de l'association. Et on réagit en fonction de l'instant et de sa spécificité. Évidemment, chaque instant a l'air d'être particulier et d'être nouveau et original, et même d'une certaine façon originel. Il y a quelque part, chaque instant, il crée le monde. Il efface un monde, puis il en crée un autre, si je puis dire. C'est cela. Alors nous savons à ce niveau-là, nous pouvons nous rendre compte que nous sommes sans l'autre. C'est ça, ce qui nous a manqué, c'est l'autre dans ce compagnonnage, dans cette entraide que nous avons désirée, non pas pour les choses que nous pouvons acquérir par nous-mêmes, mais parce que nous sommes dans une incapacité à voir un peu toutes les dimensions de la réalité, que nous avons besoin de l'apport et la contribution d'un autre pour pouvoir voir ce que nous sommes incapables de voir. Chaque propos est atteint par cette incapacité. Nous sommes des infirmes de la conscience, de la lucidité, des mots, de la parole. J'ai des mots, mais je n'ai pas tous les mots. J'arrive à comprendre des choses, mais je ne comprends pas tout. J'arrive à avoir conscience de certains phénomènes, mais d'autres choses, d'autres processus, d'autres éléments déterminants m'échappent. Et donc, pour essayer d'avoir une vision la plus globale, la plus unitaire, la plus inclusive possible, il faut qu'il y ait un effort collaboratif, voilà, coopératif si on veut. La nécessité de la coopération, la nécessité de la mutualisation. Voilà, pour rester très, très, très proche, voilà un peu la chose à laquelle j'ai pensé. À quoi j'ai pensé ouais. C'est réellement, on se demande ce qui fait que on se détermine en fonction de l'âge. L'âge, à un moment donné, ça peut avoir comme effet de vous, quelque part, de vous faire malgré tout quitter le monde. L'âge, on se prépare un peu à quitter le monde et on commence cela déjà bien avant de le quitter effectivement. Il y a comme une sorte de sortie du monde, non pas de démission, mais de sortie plus ou moins involontaire. Nous cessons d'être impliqués, nous cessons d'être intéressés de façon très concrète vis-à-vis du monde. Et bien sûr, nous donnons tout, quelquefois, toutes les preuves de notre implication, mais cela est quelquefois juste un jeu, quelquefois juste non pas un jeu, mais une fausse évidence, une fausse, une supercherie. Il faut être là dans le même niveau de conscience, dans le même
la même catégorie d'âge, etc., pour comprendre un peu qu'il s'agit souvent d'une sorte comment dire, non pas de comédie, mais il s'agit d'un rôle que nous jouons, mais que nous n'avons pas écrit, un rôle comme ça de composition. Voilà un peu, et soudain l'inconnu, l'inconnu, et soudain l'inconnu est totalement désinvesti de son caractère d'étrangeté, de son caractère d'altérité. L'inconnu n'offre pas la capacité à se dépasser. L'inconnu n'offre rien. Il n'offre rien pour dire les choses. Il n'offre rien parce qu'il est à un moment donné, il y avait ce désir d'exploration. Comme il peut y avoir le désir d'explorer des territoires inconnus, il peut y avoir le désir d'explorer des êtres que nous ne connaissons pas. À un moment donné, quoi que nous fassions, quoi que nous désirions, nous pensons avoir fait le tour du monde. Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire? Qu'est-ce qu'il peut faire qui puisse me surprendre réellement? À part les choses attendues, qui sont dans la logique de ce qu'il est normal d'attendre. Vous faites quelque chose, ça fait réagir les gens. Soit ça les fait réagir par l'abstention, soit ça les fait réagir par l'implication. L'implication va prendre tel ou tel aspect. C'est prédit. C'est presque automatique. Mais vous ne pouvez pas, comme quelqu'un qui, voilà, on va dire ça comme ça, quelqu'un qui se jette d'une fenêtre, c'est déjà arrivé, d'une hauteur, et qui tombe sur quelqu'un, qui tue la personne sur laquelle il est tombé, mais qui en fait réussit à vivre. Il a tué quelqu'un, alors qu'en fait c'est lui qui voulait se tuer, se tuer lui-même, mais il voulait tuer personne. Mais il a tué quelqu'un, et cette mort-là lui a permis de survivre. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire vis-à-vis de celui qui l'a tué ou qui l'a sauvé? Il peut dire, il peut le maudire en lui disant tu m'as empêché de mourir, ou il peut lui dire, le remercier, lui dire je te remercie de m'avoir sauvé parce que maintenant quand j'ai vu quand j'ai sauté, ben, j'ai regretté. Maintenant j'ai envie de vivre. Mais quelquefois les gens qui nous ont aidés de façon, je veux dire, importante, nous avons envie de le remercier. On peut imaginer comme ça, tiens, tu m'as aidé d'une façon tellement importante que cela a créé un lien entre nous. Et ce lien, voilà, on va dire, il va se développer, ça va devenir un lien affectif et ça va conduire. Justement, j'ai envie de me lier à toi, mais tu es mort. Je ne peux pas me lier à toi parce que tu m'as sauvé. Ah, tu es mort, mais tu es mort de mon fait à moi. Alors voilà, donc quelque part, il y a comment dire, il n'est pas possible que quelque chose puisse se produire. Voilà, l'inconnu est déjà, par définition, comment dire, non pas déterminé, mais il est destiné à le rester. Il est condamné à le rester. Rester un inconnu, parce qu'il faut qu'il garde son statut d'inconnu. Parce que c'est comme cela qu'il est utile, c'est comme cela que nous avons besoin de lui, nous avons besoin qu'il reste dans sa sphère d'inconnuitude. Je ne te connais pas et ça me permet toutes les libertés. Je peux t'oublier totalement. Je peux imaginer quelque chose pour toi
je peux t'imaginer tel que je veux, dans l'étendue de ma capacité d'imaginer. Je peux te faire d'une façon totalement comme de façon totalement ouverte. Je peux faire de toi mon souffre-douleur, je peux faire de toi tout ce que je veux, d'une certaine façon. J'ai la puissance absolue sur toi dans mon imagination. Dès que tu sors de statut d'inconnu, à ce moment-là, évidemment, je dois prendre en compte les éléments que j'ai su, les éléments que j'ai en possession, les éléments sur toi que j'ai pu avoir. Et donc, c'est cela. Et un moment, un propos arrive à sa fin parce que on a envie qu'il s'arrête. On n'a pas envie qu'il continue, et donc un propos s'arrête, se laisse un peu comme quelqu'un qui se laisse mourir parce qu'il pense, il en a marre de vivre. Voilà un propos qu'on a essayé de faire vivre un certain temps, puis maintenant on le laisse mourir, on le laisse s'éteindre parce qu'on n'a pas envie de le faire durer plus longtemps. Il est possible dans ce maelstrom de mots, il est possible qu'il y ait des choses qui peuvent un peu sembler tout à fait incongrues, illégitimes, pas pertinentes, pas intéressantes. C'est ce qui fait ce propos, c'est ce qui fait son identité, son caractère, son statut, c'est qu'il, évidemment, il respecte certaines limites, il n'est pas dans le diversement total et incontrôlé. Il est dans le contrôle malgré tout, mais avec juste l'espoir de pouvoir remettre en scène un mot qui a été oublié, ou parce que finalement l'espérance n'est pas tellement énorme, c'est juste un mot. Et je suis content que quand j'ai mis à l'honneur, quand j'ai réveillé, sorti de son sommeil, un mot que j'ai encore, inanité, l'inanité, et donc voilà, ça me satisfait d'avoir de nouveau fait exister ce mot, et puis le reste finalement est toujours ce problème, cette problématique du sens des choses, et cette impossibilité pour l'instant à se situer hors de la réalité, puisque finalement tout part de la réalité et on ne peut pas partir d'une chose pour parler de son contraire réellement, parce qu'on est dedans. C'est comme quelqu'un qui insulte ses parents, mais il a besoin, ses géniteurs, mais il a besoin de ses géniteurs pour pouvoir les atteindre, pour pouvoir leur dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense d'eux. Il a besoin d'une certaine façon, de les marquer par son hostilité ou par quelque chose qu'il ressent. Et donc, il a besoin, les choses sont beaucoup moins fortes, beaucoup moins quand la personne concernée n'est pas là. Et donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça. La chose, refuser le monde, d'une certaine façon rejeter le monde, on a besoin du monde pour pouvoir émettre ce type de propos. Il faut qu'il y ait le monde, il faut qu'il y ait l'objet de notre haine, ou l'objet de notre détestation, l'objet de notre désamour, ou l'objet de notre amour, il faut qu'il soit là. Nous ne pouvons pas dire les choses en l'absence de leur destinataire. Et donc il y a renier le monde. Il n'est pas possible, se situer hors du monde n'est pas possible, parce que nous sommes dans ce monde, ne lui appartenant. Et c'est cela à partir du moment où j'arriverai peut-être à me situer d'une façon ou d'une autre
hors de ce monde. Je ne sais pas si c'est possible. Je dois dire que c'est sûrement pas possible. À ce moment-là, j'aurais senti, j'aurais peut-être un peu avancé sur la question. Donc il y a cette question, et puis il y a les mots, et puis tout cela part d'un mot, et tout cela finit par un mot, et voilà, un mot comme un propos qui doit vivre sa vie. Une fois qu'il est mis à la disposition des autres, il va vivre sa vie, il va être accueilli, pas accueilli, il va être ignoré, il va être détesté, il va vivre sa vie. Nous lui souhaitons quand même d'exister un certain temps, et puis c'est tout, je m'arrête. Ceci, la reprise d'un enregistrement fait en double, ce qui fait que il a été fait avec la fonction magnétophone de Windows, et c'est ce qui a permis de sauver en fait l'enregistrement, parce que la webcam a une fois de plus fait défaut. Et donc elle a enregistré, il y a une partie qui est audible et le reste ne l'est pas. Donc heureusement que j'ai utilisé la fonction donc magnétophone de Windows, et merci Windows pour cela. Et après donc il y a ce qu'a fait la fonction Windows, c'est qu'elle a un peu accéléré le débit. On a l'impression que c'est avec la webcam, c'est le débit normal. Il y a de la respiration entre les mots. Là, il y a moins de respiration. Il y a même des mots qui ont été des morceaux, enfin des lettres, notamment, je me rappelle, par cheminée, c'est devenu cheminée. Il y a comme ça quelques lettres qui sont un petit peu bouffées, qu'on n'entend pas, et c'est la fonction magnétophone qui fait ça, qui est un peu compresse. Elle doit faire de la compression, et cette compression a un effet pas toujours voulu, et pour l'accélération c'est bien. Pour ce qui est de bouffer des parties de mots, c'est pas bien. En tout cas, j'espère que cette fois-ci, les choses vont se dérouler normalement, parce que là encore, j'enregistre sur la webcam pour le rendre vidéo à partir d'une source audio qui a été enregistrée avec la fonction Windows. Purée, j'en ai marre de cette histoire-là, cette défaillance de la technique, qui est évidemment corrigeable, mais pour l'instant, problème de capacité du portable qui fait que ça coince. Donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne.